On est en direct en compagnie de Igor et Bertrand de l'école française de géobiologie. Alors maintenant, nous allons plutôt nous intéresser à l'expertise géobiologique, à la bioélectricité et les ondes électromagnétiques, justement par rapport à ce second chapitre. Pouvez-vous nous en dire plus, comme par exemple comment se déroule une expertise géobiologique? Alors le déroulé d'une expertise géobiologique Géobios donc répond parfaitement au protocole que nous enseignons à l'école française de géobiologie, ce qui tombe formidablement bien. Donc heureusement. Heureusement. C'est parfaitement cohérent. Effectivement, la cohérence pour nous, c'est quelque chose de très important. On se targue finalement, on en fait la publicité de former des experts. Donc les géobiologues qu'on forme sont des experts. Et donc tout ce qui est mis en place en termes de protocole répond à cette exigence-là. Donc une expertise géobiologique, Géobios, c'est différentes étapes. C'est notamment la première étape, avec un prérequis qui est important, il faut le dire dès le départ, c'est que les expertises sont réalisées in situ, sur le lieu effectivement d'habitation ou le lieu expertisé, et jamais à distance, parce que nous estimons à la pratique que réaliser des expertises à distance de manière radiesthésique, d'une part, nous donne une fiabilité extrêmement réduite sur les résultats produits, et d'autre part, tout simplement, pour le sujet dont on va parler un petit peu après, qui sont les ondes électromagnétiques, c'est un peu compliqué en fait de quantifier, de mesurer des ondes électromagnétiques à distance. C'est mieux d'être présent sur place parce qu'on utilise des appareils qui nous permettent de les mesurer de manière précise, et pour ça évidemment il faut être présent sur le lieu expertisé. Donc ça, c'est vraiment un prérequis de base pour nous. Tout le monde ne le fait pas, mais nous y tenons énormément, donc les expertises sur place. La deuxième chose qui est très importante dans le protocole, c'est que nous réalisons toujours un plan à l'échelle en fait, du lieu expertisé. Alors les échelles varient en fonction des surfaces, donc ça peut aller du 20e au 25e pour une habitation, ou sur des échelles un peu plus grandes pour des terrains, mais nous réalisons toujours un plan du lieu expertisé sur lequel nous allons reporter en fait toutes les détections et toutes les informations que nous allons pouvoir obtenir dans la phase de détection. Et en fait, ce plan-là, enrichi de ces détections et des commentaires que nous y mettons de manière écrite, textuelle, forme ce qu'on appelle le livrable en fait, de l'expertise géobiologique. Donc voilà, c'est quelque chose effectivement de très très important pour nous. C'est aussi une des spécificités que nous avons. Alors maintenant, le corps en fait, de l'expertise, une fois que le plan est réalisé, en fait, nous avons deux grandes familles de détection, on va dire. Donc nous avons tout ce qui est tellurique, que j'évoquais en début d'émission, qui va être la détection de tous ces phénomènes souterrains en fait, qui vont rayonner et impacter potentiellement le bien-être et la santé des gens. Donc ça va être tout ce qui est veine d'eau, j'en parlais, tout ce qui est également discontinuité géologique, donc failles ou différences de terrain ou rupture en fait, de couches géologiques dans le sous-sol qui vont laisser passer en fait, du rayonnement radioactif, voire du gaz radioactif, comme du radon 222 par exemple. Donc on va travailler à identifier précisément et à quantifier quand on le peut. Par exemple, le radon, on peut mesurer effectivement des taux de radon 222, ou simplement à détecter en fait, du rayonnement gamma ou de la présence de veine d'eau avec des phénomènes électriques, mais également la présence des réseaux telluriques dont on parlait tout à l'heure, réseau Hartmann, Curie, le Grand Diagonal, réseau solaire, etc. et d'autres phénomènes également telluriques, liés à la structure de la Terre. Ça, c'est vraiment le premier grand chapitre en fait, de l'expertise. Et la deuxième grande partie, ça va être tout ce dont on a parlé aussi juste avant, qui sont les perturbations d'origine artificielle, donc les rayonnements électromagnétiques, à la fois à basse fréquence, donc tout le courant qui passe dans nos maisons ou dans nos lieux de travail, et puis tout ce qui est donc haute fréquence, hyperfréquence, en fait, tout ce qui va être technologie sans fil, les antennes relais à l'extérieur, ça peut être également les téléphones mobiles, ce qu'on appelle les bases de ECT, donc les téléphones fixes sans fil à l'intérieur de nos maisons, les box Wi-Fi évidemment, tout ce qui fonctionne en Bluetooth, tout ce qui est sans fil en fait à l'intérieur de la maison aussi fonctionne à base d'hyperfréquence et peuvent avoir et ont un impact en fait sur la qualité de vie dans l'habitat. Donc voilà, c'est les deux grands chapitres. Et ces deux grands chapitres-là font l'objet de détections, de mesures qui sont reportées sur le plan de manière exhaustive, dont on commente les effets et dont on évalue les possibilités de réduction d'exposition
et bien sûr en détaillant des moyens spécifiquement pour chaque type de perturbation. Voilà. Donc nous n'avons pas de solution de rééquilibrage global. D'ailleurs, nous ne conseillons pas d'utiliser ce genre de choses de manière générale, mais nous allons apporter une solution à chaque perturbation que nous allons détecter. En général, c'est des solutions très simples qui sont absolument pas coûteuses. Et évidemment, en partant de toute façon de l'action, on va dire, de la préconisation de base qui est l'évitement pour nous. Nous sommes très très attachés au principe de précaution dans tous les domaines de nos expertises. Nous n'avons pas de position idéologique particulière par rapport à ces phénomènes-là. Simplement, par précaution, effectivement, dès qu'on peut, on évite les choses. Alors après, dans un deuxième temps, si on ne peut pas les éviter ou les éviter incomplètement, on va essayer effectivement d'utiliser des protections, qui sont des protections physiques, dont on parlera par exemple un petit peu après pour les champs électromagnétiques, mais qui sont des choses très pragmatiques et scientifiquement éprouvées. Voilà. L'expertise. Merci Igor. Oui, Bertrand. Oui, c'est-à-dire qu'on va avoir aussi une forme de protocole et de succession des solutions que l'on peut proposer. La première des choses, c'est de détecter, de se rendre compte de la situation, de prendre des niveaux de mesure. Donc sur la partie qui émane du sous-sol et sur le plan lui-même, donc là on va faire nos détections avec l'antenne de Léchère qu'on vous a présentée tout à l'heure. Sur les parties électromagnétiques, on va utiliser différents appareils. Bon, j'en ai apporté un ici. Vous voyez, là, ce sont des appareils sur lesquels on va... ce sont des appareils pouce-bouton, comme on dit, où on va relever des niveaux de mesure, on va avoir des informations. Et par rapport à un certain nombre d'étalonnages auxquels nous nous référons, on va pouvoir se dire que il va falloir agir ou pas en fonction des circonstances. Et donc en fonction de ce relevé, de ce niveau de mesure que l'on va faire, eh bien on va faire des préconisations. Et ces préconisations vont s'articuler de différentes façons. On va soit en matière de lieu préconiser l'évitement, parce qu'une fois qu'on est à côté du problème, eh ben, on est tranquille et puis on ne va pas de nouveau y être confronté. En ce qui concerne les parties plus électromagnétiques, on va décliner 4 principes. C'est que le premier, on va essayer de supprimer la cause une fois qu'elle est détectée. Donc si on peut supprimer la cause, le problème ne sera plus rencontré. Parfois, ça n'est pas toujours possible. Donc on va chercher des techniques pour se protéger de la cause. Une autre possibilité, c'est de s'éloigner de la cause, parce que sur les phénomènes électromagnétiques, l'amplitude du phénomène diminue très rapidement avec la distance. Donc dès qu'on s'éloigne suffisamment, le problème n'est plus aussi percutant. Donc là encore, c'est une question de mesure et de calculer s'il faut positionner certaines choses à d'autres endroits. Et puis enfin, c'est avoir une forme d'hygiène électromagnétique, de comprendre un peu ce qui se passe. Et en fonction de cela, je dirais de ne pas être exposé en permanence. Une personne, elle va faire une chose, un être humain en permanence, c'est qu'il va respirer. En revanche, d'autres choses ne sont pas nécessairement utiles. On a la possibilité de couper certains appareils de cette nature pendant la nuit et de ne pas nécessairement vivre en leur compagnie en permanence. Donc tout ça, ce sont des façons d'aborder les choses un peu différentes sur lesquelles en fait on s'aperçoit qu'on a pas mal de possibilités d'action. Beaucoup de ces phénomènes se trouvent à l'intérieur de l'habitat. Et donc on a la possibilité d'être acteur de notre vie et de notre intérieur. Et ça, c'est riche et c'est plus que sympathique. Juste pour faire un point, merci, un point de conclusion par rapport au protocole, c'est important. La finalité du protocole GeoBIOS, il est très clair, c'est vraiment de mettre en sécurité les gens à la fin de l'expertise. Il faut qu'à la fin de l'expertise, à la fin de la journée d'expertise ou de la demi-journée d'expertise, les personnes chez qui l'on intervient soient mises en sécurité. C'est vraiment l'objectif principal et toute l'exigence que l'on se pose par rapport au protocole répond
à cette qualité-là, en fait. Voilà. Alors justement, ce serait intéressant de savoir quel est l'impact sur notre santé, enfin quels sont les différents syndromes entre guillemets qu'on pourrait avoir en n'étant pas suffisamment protégé de ces ondes. Alors en fait, on parle de plus en plus dans les médias, dans la presse, et nous le rencontrons aussi presque quotidiennement dans notre action, dans nos expertises de géobiologues. On parle de plus en plus de ce qu'on appelait à l'époque où les Anglais ont inventé le radar pendant la Deuxième Guerre mondiale, du syndrome du micro-ondes, en fait, c'est ça, ou des micro-ondes, parce qu'on s'était rendu compte qu'effectivement les opérateurs radars anglais qui utilisaient ce matériel-là, en fait, souffraient de pathologies particulières. Donc on s'est bien rendu compte à cette époque, dès cette époque-là, que ces technologies-là avaient un impact sur le physique et la santé des personnes. Ce dont on se rencontre actuellement de plus en plus, c'est que nous rencontrons de plus en plus de gens qui souffrent de ce qu'on appelle du syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques, le fameux SISM, dans sa version light, on va dire, et dans sa version un peu plus embêtante et un peu plus aggravée, le syndrome EHS, électro-hypersensibilité, qui effectivement peuvent impacter de façon très lourde en fait le quotidien des gens qui souffrent de cette maladie-là. Alors, il y a beaucoup de controverses encore scientifiques sur le sujet. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui sont actuellement menées sur l'impact de ces champs électromagnétiques sur la santé. Nous nous positionnons pas vraiment sur le sujet de manière idéologique. Tout ce que nous disons, c'est que nous disons tant qu'on ne sait pas de manière certaine, autant utiliser le principe de précaution. Voilà, donc c'est vraiment la base. Donc nous, dans notre action et dans nos préconisations, on se base effectivement sur des normes qui sont parmi les normes les plus restrictives, on va dire, d'exposition, puisqu'on part encore une fois du principe que sans connaître, il vaut mieux limiter les choses au maximum. Donc voilà, mais on rencontre, ce qui est mon cas et le cas de Bertrand aussi, et le cas de tous les géobiologues qui travaillent régulièrement, ces cas d'intolérance de manière quasiment, dans mon cas c'est quasiment une expertise sur 3, je vais dire, où je suis en face de quelqu'un qui souffre effectivement de l'exposition au téléphone portable, au Wi-Fi, qui se plaint effectivement d'impact. Alors c'est extrêmement large, les impacts potentiels de ces ondes électromagnétiques sont extrêmement larges. Tous les systèmes corporels sont potentiellement touchés, du système nerveux au système cardiovasculaire, la peau, il y a un impact aussi sur le psychologique évidemment, avec des impacts secondaires, on va dire, éventuellement d'isolement social, de problèmes professionnels. Donc on se retrouve vraiment dans des situations très compliquées pour des gens qui ne savent pas, puisque ces syndromes-là ne sont pas complètement ou incomplètement reconnus par le corps médical en France, alors que c'est le cas par exemple en Suède. En Suède, le syndrome EHS est reconnu par l'État, et d'ailleurs les gens qui souffrent de ce syndrome-là sont parfois indemnisés par l'État. Donc autant dire que c'est reconnu, et qu'en Allemagne, maintenant, le syndrome EHS fait partie des maladies, de la nomenclature des maladies reconnues. En France, c'est encore un peu plus difficile, on n'est pas encore dans ce cas-là, mais au quotidien, effectivement, on a la sensation qu'un vrai problème de santé publique est en train de se profiler par rapport à ça. On en parle de plus en plus, on en parle aussi avec l'arrivée de la 5G, puisque c'est un sujet, le sujet chaud à l'ordre du jour. On va rajouter effectivement des antennes émettrices pour pouvoir, sur des fréquences un peu plus élevées, avoir des flux de données en fait permettant de faire transiter plus de données, et donc d'utiliser des services automatisés comme par exemple tout ce qui est voiture autonome sera basé essentiellement sur la 5G par exemple. Donc les enjeux économiques sont extrêmement importants par ça, mais évidemment on ne se penche pas suffisamment, voire pas du tout, sur les impacts sur la santé des gens, évidemment, là-dessus. Voilà. Tableau très général d'introduction sur l'impact.